26 septembre 1988. Conversation avec Sujata. L'hôtel terrestre et les invités absents. Sujata. Nous sommes aujourd'hui le 26 septembre, lundi. Ça te prenne. Oui. Écoute, je serai bref parce que je suis très fatiguée. Alors, je te dis juste ce que j'ai vu. Je ne sais pas si ça... C'est bizarre, alors ça a sûrement un sens et je veux le dire, mais je ne sais pas quel sens. Je suis tellement fatiguée. Je ne sais pas quel sens ça a, mais cela en a évidemment un. J'étais comme dans un immense hôtel. Cela donnait une sensation terrestre. Je ne voyais pas de murs ni de chambres d'ailleurs, mais une foule humaine tout à fait obscure, une marée humaine. Et je traversais cette marée humaine avec beaucoup de difficultés. Je cherchais quelqu'un. Ce qui est bizarre, c'est que je ne sais pas qui je cherchais. Enfin, dans la conscience extérieure du rêve qui était là, du rêve, de la vision, de l'action, ce ne sont pas des rêves, ce ne sont pas des visions, ce sont des actions. Je ne sais même pas qui je cherchais. J'ai seulement le souvenir de cette marée obscure humaine, mais tu sais, une foule compacte. Et je traversais tout cela avec beaucoup de difficultés. Et puis je suis tout d'un coup arrivée dans une chambre, et alors là j'étais complètement sidérée. C'était ma mère. Oh! Ma mère, assise devant une table, comme président à une table, n'est-ce pas? Elle était au centre, tenant à la main un verre de cristal, plein d'un liquide jaune doré, et comme si elle se... J'étais tellement ébahie tout d'un coup, d'abord de voir ma mère, ensuite de la voir tenant ce verre de cristal et s'apprêtant à boire quelque chose. Mais alors, ce qui me fait hésiter, c'est que ma mère, très souvent, la mère, L majuscule, M majuscule, prend l'aspect de ma mère, très souvent. Oui, se confond. Et devant elle, il y avait cette table avec des assiettes de cristal superbes en italique, du cristal lumineux. Il y avait une demi-douzaine d'assiettes de cristal qui étaient là. C'était si beau comme matière, du cristal lumineux. Elle était là avec son verre de cristal à la main, plein de ce liquide jaune doré, s'apprêtant à boire. Alors j'étais un peu ébahie de voir ma mère rire. Je lui ai dit que j'avais beaucoup de difficultés à... Alors c'est comme si elle me disait, parce qu'il n'y a pas eu de parole, vraiment, ça doit être dans la conscience, n'est-ce pas? Comme si elle me disait, où sont les invités? Bon, alors il fallait que j'aille chercher les invités. Alors je sortais de l'endroit, il y avait, je te dis, une demi-douzaine d'assiettes de cristal. Sujata. Et tout vide, personne. Personne. Sauf maman. Sauf ma mère, là au centre, très droite, très impériale, n'est-ce pas? Oui, mais en grande simplicité, mais il y avait comme une autorité qui se dégageait de ce que j'appelle ma mère, je n'en sais rien. Alors je suis sortie de ce lieu pour aller chercher les invités de ma mère. Et alors c'était d'une complication. Je traversais des tas d'endroits, des endroits écroulés. Il fallait que je fasse des acrobaties, de la gymnastique. C'était tout à fait impossible. Et vraiment, j'ai fait une gymnastique terrible et épuisante à la recherche de ces invités. Et puis tout d'un coup, comme là, je me suis trouvée aussi dans une chambre ou dans une pièce, je ne sais pas quoi, et il y avait une demi-douzaine de personnes
qui étaient soi-disant, ou probablement, les invités de ma mère. Sujata, oh! Ou de mère, je n'en sais rien. Ils me paraissaient occidentaux. Mais il n'y en a qu'une que j'ai vue vraiment parce que c'est à elle que je me suis adressée pour lui dire « Mais enfin, on vous attend !» C'était une femme, elle me donnait une impression tout à fait occidentale. Les autres aussi, mais je ne sais pas bien. En tout cas, je m'adressais à une personne, peut-être avec un peu d'impatience pour lui dire « Mais on vous attend !» Alors elle m'a répondu « Oh, mais mes cheveux ne sont pas propres !» comme s'il fallait qu'elle prenne un bain. Et puis les autres personnes non plus n'étaient pas propres ou n'étaient pas prêtes. Alors j'étais excédée et dégoûtée et j'ai fichu le camp de là. Je suis sortie de l'endroit ou je suis sortie de la vision, j'en n'en sais rien, et je me suis réveillée. J'étais dégoûtée. Tout ce mal, n'est-ce pas, cette peine que j'avais prise, riant, pour trouver ces invités que mère et ma mère m'attendaient, et puis ton précieux « Oh, il faut que je lave mes cheveux, je ne suis pas prête. » Enfin, si j'en étais pas prêt, quoi. Simplement, vous n'avez pas envie de venir. Et puis voilà, je me suis réveillée, outrée et dégoûtée. J'ai dit quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est tout ce que j'ai vu, ma douce. Je n'ai pas de commentaire à faire parce que je n'en sais rien. J'ai l'impression que c'était mère qui prenait l'apparence de ma mère parce que... Qu'est-ce que... je ne vois pas du tout ma mère dans cette situation. Sujata et Satprem pouffent de rire. Mais apparemment, c'était l'apparence de ma mère avec ses cheveux blancs, n'est-ce pas, très blancs et très... Mais il y avait une espèce de... comme quelque chose d'un peu... Comme vous dites, impérial ou d'autorité. Quelqu'un qui avait une présence, en tout cas, hein. Ma mère avait une présence, mais enfin... Et cette chambre-là a été où? Ben, je ne peux pas dire parce que je n'ai rien vu à côté. J'étais ébahie de voir ma mère avec ce verre à la main, cette prêmerie, n'est-ce pas? Et puis ces superbes assiettes de cristal qui étaient là, et puis où sont les invités? Et puis voilà, c'est tout, ma douce. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais je te le dis parce que tout de même, ce sont des visions qui ont évidemment un sens, n'est-ce pas? Cela m'a l'air d'être beaucoup trop vaste pour ma mère. Oui, et puis d'un côté, pour arriver là, vous avez cette foule humaine, cette marée humaine obscure, complètement obscure et encombrante et affairée, et il fallait que je fraye mon chemin là-dedans pour aller je ne sais où, comme j'ai tout d'un coup débarqué dans cette chambre ébahie de voir ma mère comme ça. Et puis alors après, cette gymnastique, ces endroits écroulés, il fallait que je fasse vraiment une gymnastique impossible pour trouver ces invités. C'était très long, très fatigant, plein d'acrobaties pour arriver à ces... Et ils étaient tous « Oh, mes cheveux ne sont pas propres !» ton hautain. Ou l'autre me disait « Il faut que je prenne un bain !» Ou quoi? Ils n'avaient pas envie de venir, manifestement, ou ils n'étaient pas prêts. C'étaient tous des femmes ou des messieurs? Ah, je ne peux pas dire. La personne qui m'a répondu, c'était une femme. Probablement, elle représentait le groupe. Il y avait peut-être une demi-douzaine de personnes qui étaient là. Et il me donnait une impression occidentale, mais je ne peux pas te dire parce que j'étais tellement outrée en italique de Satprem-ri. J'avais pris toute cette peine, n'est-ce pas? La belle chose qui les attendait, rien. Ils n'étaient pas prêts ou pas propres, ou quoi, je n'en sais rien, ou ils n'avaient pas envie de venir, ou que sais-je. Ils n'avaient pas envie de venir, c'est tout. Ah, j'étais outrée. Du coup, je suis sortie. Je ne sais pas, je suis sortie de l'endroit ou sortie de la vision. Rire. Cela m'a réveillée tellement j'étais outrée et dégoûtée. Voilà, c'est tout, ma douce, je suis fatiguée. Oui, mais cela me rappelle, vous savez, cette vision que mère vous a racontée une fois, plein de constructions qu'elle devait traverser.
Ah, ce grand hôtel, oui. Mais là, c'est curieux, je ne voyais pas de bâtiment vraiment. Mais je voyais cette foule humaine obscure d'abord, et puis après, les endroits impossibles, des gymnastiques impossibles. C'était peut-être comme ce grand hôtel de mer, mais cela me donnait une impression immense. Immense, un endroit. C'était comme la Terre, quoi. Un hôtel terrestre, je pourrais dire. Parce que c'était une telle marée humaine. Voilà, c'est tout. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les gens de la Terre ne sont pas prêts. Je suis fatiguée, ma douce. Je vais fermer. 30 septembre 1988. Le supplice est si grand, la douleur est si grande, l'épuisement est si grand. On sait que c'est un mensonge, mais on ne sait plus quoi faire. Les muscles, les tendons, les nerfs, les vertèbres, tout le dos continue mécaniquement à opposer leur résistance de fer déchirante. Et la puissance continue mécaniquement, ou obstinément en tout cas, à écraser, écraser, déchirer, déchirer cette résistance de fer. Et ça peut continuer indéfiniment, jusqu'à ce qu'on s'écroule. Le corps ne sait plus quoi faire. Il est de bonne volonté, mais sa bonne volonté est complètement ignorante. Et comment faire céder cette mécanique ignorante et obscure? Il est épuisé, mais il ne sait plus ce qui est normal parce que tout est anormal. Il ne sait plus ce qui est raisonnable parce que tout est déraisonnable ou non raisonnable. Il ne sait plus ce qui est possible parce que c'est constamment impossible. Il ne sait plus la limite parce que où s'arrêter en italique? Ce n'est que s'il s'évanouissait ou tombait mort, alors il dirait « Bon, ça c'est la limite ». Autrement quoi? Il subit l'impossible et il s'épuise et se déchire avec une prière suppliante pour que la réalité, R majuscule, la loi vraie, L majuscule, le règne divin, vienne changer ce malheur. La liberté, la liberté, la liberté divine. Octobre 1988. Chronologie des événements mondiaux. 1er octobre. Mikhaïl Gorbatchev est élu à l'unanimité chef de l'État soviétique par le Soviet suprême. 2 octobre. Pakistan. Des affrontements entre les Mohadjers et les Sindhis font plus de 100 morts. 3 octobre. France. À Nîmes, des inondations catastrophiques font 9 morts. L'orage déversait 228 litres d'eau au mètre carré. 4 octobre. URSS. À Sverdlovsk, une explosion provoquée par la collision de wagons chargés de produits explosifs fait 4 morts et quelques centaines de blessés. 20 bâtiments sont détruits. 5 octobre. Chili. Les électeurs refusent, dans leur grande majorité, le maintien du général Pinochet au pouvoir. Algérie. Par vagues successives, des centaines de jeunes déferlent sur les grandes rues de la capitale, saccageant tout sur leur passage et protestant contre la pénurie et le chômage. 6 octobre. Chili. Le général Pinochet reconnaît sa défaite, mais il indique qu'il restera à la tête de l'État jusqu'à l'élection présidentielle prévue l'an prochain. 7 octobre. Chine. Un avion d'une compagnie régionale s'écrase sur un hôtel, causant la mort des 38 passagers et des 4 membres de l'équipage. 10 octobre. Sri Lanka. Les inconnus massacrent au moins 45 Singalais dans un village du nord du pays. 14 octobre. France. Le président inaugure la pyramide du Louvre qui marquera l'entrée du musée. 16 octobre. Autriche. Le parti libéral de Jörg Haider obtient un important succès aux élections de Basse-Autriche
la région la plus importante du pays après Vienne. URSS. La Komsomolskaya Pravda révèle qu'Alexeï Stakhanov, le mineur ukrainien devenu le symbole des miracles de la productivité socialiste en 1935, avait triché, 2 assistants l'ayant secrètement aidé. 17 octobre, Italie. Un Boeing 707 des lignes aériennes ougandaises s'écrase près de l'aéroport de Rome-Fiumicino. L'accident fait 30 morts et 22 blessés. 19 octobre, Inde. 2 accidents d'avion. L'un près d'Ahmedabad, l'autre dans l'état d'Assam, font 165 morts. 21 octobre, Liban. L'aviation israélienne lance un raid contre des positions palestiniennes et du Hezbollah dans le sud et l'est du pays. Roumanie. Le plan de systématisation et de modernisation rurale est mis en œuvre. Au nord-est de la capitale, la destruction des villages a commencé. 22 octobre, Nicaragua. Le cyclone tropical Joan dévaste la ville de Bluefields. Plus de 100 personnes sont tuées et plus de 300 000 sans-abri. 23 octobre, Philippines. Le typhon Ruby, accompagné de vents dépassant les 200 km/h, provoque le naufrage d'un ferryboat au large de l'île de Leyte. Sur les 511 personnes se trouvant à bord, 8 sont retrouvées vivantes. Iran. 24 octobre, Iran. Selon un communiqué des Moudjahidines du peuple, principal mouvement d'opposition, des centaines de militants ont été exécutés ces dernières semaines par les autorités. 25 octobre, Soudan. Selon l'organisation humanitaire Médecins sans frontières, la famine qui sévit dans le sud du pays fait plusieurs centaines de morts par semaine. 30 octobre, URSS. Les autorités soviétiques informent la communauté internationale que toutes les personnes considérées à l'Ouest comme prisonniers politiques seront libérées d'ici à la fin de l'année. « 1er octobre 1988. Par hasard, ce matin, je cherchais quelque chose dans le Veda à propos de Sarama, que je crois avoir vu tout éveillé, mais les yeux clos. Et je suis tombé sur cet hymne à Soma, le nectar. Note de bas de page, j'ai d'abord vu apparaître ce qui me semblait être 2 doigts lumineux en forme de V, de victoire. Puis tout de suite, j'ai vu que ce n'étaient pas des doigts, mais les oreilles dressées d'un chien lumineux, genre alsacien, qui me regardait de face, très vivant, comme en alerte, son museau pointé vers moi. Il était fait de lumière blanc bleuté, avec des reflets blancs lumineux très vifs. Je ne voyais que sa tête. Donc je suis tombé sur cet hymne à Soma, le nectar. Il ne goûte pas ce délice celui qui n'est pas mûr et dont le corps n'a pas souffert dans la chaleur du feu. Point d'exclamation de Satprem. Ceux-là seuls qui ont été préparés par la flamme supportent et jouissent de cela. Rig Veda 9, 83. Je ne savais pas qu'il disait si bien. Pour le nectar, on verra, quand la jarre sera bien cuite. Mais en vérité, je ne suis à la recherche d'aucun nectar. C'est tout le système humain qui doit changer. Quand il sera changé, le nectar, N majuscule, sera automatique. À quoi bon remplir de miel la même vieille jarre ? C'est une nouvelle forme de vie et un nouveau pouvoir d'évolution qu'il faut. Tel qu'aucun biologiste et aucun Darwin ne l'ont conçu. Mais il se peut que ce que les rishis appellent nectar, soma, soit le pouvoir même de changer tout le bastringue. Point d'exclamation. Selon mon expérience, si l'on peut supporter ça, ça peut tout
en italique, faire. Il faut que le temps des atavismes animaux et des héritages, entre guillemets, chromosomiques grands-paternels soit complètement passé. Quoique je remercie l'un de mes ancêtres qui fut mousse à bord des premiers caporniers. Son fils s'est suicidé. Curieux. Sri Aurobindo disait bien une nouvelle évolution. Je crois bien que personne n'a compris à quel point Sri Aurobindo était radical. C'est ce défi-là qui m'intéresse. La fin de ce vieux malheur. 3 octobre 1988. Du nouveau. La valve centrale ou la vanne centrale. C'est difficile pour le corps de supporter l'inconnu. Nuit du 3-4 octobre 1988. Cette nuit, j'aidais un mourant à quitter son corps. Je lui montrais activement comment il fallait faire et comment il fallait se dissocier de ce corps mort sur le lit, l'ignorer si l'on peut dire. Mais je faisais activement l'expérience avec lui. Je ne sais pas qui c'était, et je m'étonnais moi-même d'une chose. Je, qui était moi et qui était ce mourant ou ce mort, ne peut pas m'envoler directement. Il y avait un poids, en italique, ou des couches enveloppantes encore lourdes qui m'empêchaient de voler. Tout droit, probablement des couches de la vieille vie. C'était la sensation d'un poids autour de ce qui était le moi central. Je ne sais pas du tout qui était ce mort, entre guillemets, je ne le connaissais pas personnellement, j'ai l'impression qu'il avait une barbe, mais c'est curieux, tout de même, ce rapport que j'ai avec tout le domaine de la mort. Il est vrai que mère m'avait dit qu'autrefois, à Thèbes, j'avais eu une relation spéciale avec Anubis. Nos scientifiques modernes me font l'effet d'illettrés, complets, par rapport aux moindres Indiens, Égyptiens ou Grecs d'autrefois. Nos prêtres aussi. En fait, dans l'expérience de cette nuit, je n'aurais pas pu dire qui était moi, qui était lui. J'étais ce mort qui cherche à s'en aller. Au fond, la séparation entre les êtres et entre tout vient du corps matériel, sinon il n'y a pas de séparation. On joue l'un dans l'autre et dans tout ce qui est. Et dans la vie nouvelle, il n'y aura plus cette séparation qui fait tout le malheur, M majuscule, c'est-à-dire que le corps matériel changera de propriété ou perdra sa carapace de malheur. C'est sans doute ce qui est en train de se faire dans le feu et la foudre, point d'exclamation entre parenthèses. Cette carapace, c'est probablement le spell dont parle Sri Aurobindo, ce que j'appelle le mur de fer ou le donjon. La mort n'existe pas, c'est une carapace de fer à traverser, de son vivant de préférence. Point d'exclamation. Toutes ces visions, j'ai bien l'impression que c'est Mère, la nuit, qui me continue son agenda sous forme d'expériences pratiques. Les leçons de choses de l'avenir. Soir. Aujourd'hui, je pourrais dire que le corps n'a jamais subi de masse pareille. Bon, on dirait des tonnes. Et chaque jour, je pourrais dire que je n'ai jamais subi cela. Il y a toujours cette valve centrale, ou cette vanne centrale, dont je n'ai pas encore très bien compris le mécanisme. C'est non seulement une valve ou une vanne centrale, mais c'est un axe central ou une écluse centrale. Plus on va, plus on perçoit physiquement l'hostilité de tout. C'est un grouillement terrestre. Le seul salut, c'est le pouvoir nouveau. 5 octobre 1988.
c'est si déchirant et si écrasant que tout échappe. On n'est plus qu'une agonie de fer qui gémit. Ce cri, il vaut mieux ne plus rien dire. 10 octobre 1988, cette valve centrale et cet axe central existent bel et bien. C'est même une découverte capitale, découverte du corps en italique. Cette valve se situe, si on trace un axe vertical depuis le sommet du crâne jusqu'au sol, en passant par le milieu du cerveau et du corps, quelque part au milieu du front ou entre les sourcils. Et l'axe, entre guillemets, descend derrière le nez, la bouche et par le centre de la colonne vertébrale. Des dizaines de fois, le corps avait bien perçu quelque chose qui se passait au niveau de cette valve vers le centre du front ou entre les sourcils, mais sans en comprendre le fonctionnement. Il était simplement ballotté par cette masse de foudre comme la coque d'un bateau dans une tempête. Et maintenant, il perçoit clairement le jeu ou le fonctionnement ou le mécanisme de cette valve. Et cela semble changer singulièrement la situation et la résistance de fer dans tout le dos. Mais il est encore trop tôt pour en parler, et surtout pour parler des effets singuliers dans tout le mécanisme anatomique ou squelettique. Point d'exclamation. Il faut voir comment cela se développe. Mais c'est difficile, c'est surhumainement difficile à supporter sans lâcher une fraction de seconde. Cette valve et cet axe correspondent probablement à ce que la connaissance indienne appelle Sushumna et à ce que les Chinois, m'a dit Claude, appellent le grand yang. Mais c'est beaucoup plus physique que tout ce qu'ils connaissent. Parce que cette fameuse Kundalini, je la connais depuis des décades et elle fonctionne comme je respire. Mais ce n'est rien à côté de ça. C'est comme un joli petit ruisseau à côté d'un Niagara. Un Niagara total, en italique, pas un filet. Mais nous en reparlerons quand ce sera plus clair ou plus maîtrisé, si je puis dire, parce que c'est le contraire d'une maîtrise individuelle. Le fait important, c'est qu'il y a quelque chose qui commande. C'est une valve gouvernante. C'est comme si le corps découvrait le gouvernail de son bateau, mais ce n'est pas lui qui manœuvre. Allez donc manœuvrer le Niagara. D'ailleurs, dans tous les cas, c'est le contraire de la Kundalini, puisque ça fonctionne de haut en bas et non de bas en haut. Et alors, par cet axe central ou par cette écluse centrale, passe une masse encore plus dense ou plus concentrée que le reste, plus lourde, plus lente aussi, et qui donne une sensation tout à fait souterraine. C'est comme un fût ou un pilier de puissance formidable, massif, qui passe au milieu du corps. Tout le corps devient comme une statue. Le moindre fléchissement à droite ou à gauche peut tout casser. Et il y a aussi d'autres manœuvres, entre guillemets, bizarres et que le corps ne comprend pas bien. Quand ce sera plus clair et mieux supporté, nous en reparlerons. Quand le corps comprend, ça change tout. Mère disait « Comprendre pour le corps, c'est pouvoir faire ». En l'occurrence, c'est pouvoir laisser, en italique, faire.